Histoire des Berbères d'Ibn Khaldoun, coup d'œil sur l'histoire des Berbères depuis les temps qui ont précédé la conquête musulmane jusqu'à l'avènement de la dynastie Aghlabide, suite. En l'an 151 de l'Hégire, sous l'administration de Omar ben Hafs ez-Zarmerd de la famille de Qabissa, frère d'Al-Muhallab ben Abi Soufra, les Berbères se révoltèrent à Tripoli et prirent pour chef Abu Hatem Yaqub, fils de Habib et petit-fils de Midyen ben Itouweft. Ce personnage, qui était un des émirs de la tribu de Marila, s'appelait aussi Abu Qadem. Sous la conduite de leur nouveau chef, ils défirent les troupes qu'Omar ben Hafs envoya contre eux, et s'étant emparés de la ville de Tripoli, ils allèrent mettre le siège devant Kérouan. Les Berbères qui habitaient l'autre côté de la province se mirent alors en mouvement, de sorte que 13 corps d'armée levés chez eux parurent à la fois sous les murs de Toubna et y assiégèrent Omar ben Hafs. Dans cet attroupement immense, on remarqua Abu Qurra à la tête de 40 000 soufrites, Abd-ar-Rahman ben Rustum avec un corps de 6 000 ibadites, Miswar ben Hani avec 10 000 des mêmes sectaires, Jarir ben Masoud avec ses partisans de la tribu de Medjuna, et Abdelmalek ben Sarkadid al-Sanhadji avec une troupe de 2000 soufrites sanhadjiens. Omar ben Hafs, se voyant cerné de toutes parts, chercha à semer la désunion parmi les assiégeants. Et comme les Banu Ifren, tribus zénatiennes, étaient plus à redouter que tous les autres berbères, tant par leur nombre que par leur bravoure, il acheta la neutralité de leur chef, Abu Qurra, au prix de 40 000 dirhams. Il en donna 4 000 de plus au fils de cet émir pour le récompenser d'avoir conduit à bonne fin cette négociation. Les Banu Ifren s'éloignèrent alors de Toubna, et Ben Rustum, voyant ses troupes attaquées et mises en déroute par un détachement de la garnison d'Omar ben Hafs, s'empressa de ramener à Tihert les débris de son armée. Omar marcha alors contre les Berbères ibadites, commandés par Abu Hatem, et aussitôt qu'ils eurent quitté leur position pour aller à sa rencontre, il profita de ce faux mouvement et se jeta dans Kérouan. Ayant approvisionné cette ville où il laissa aussi une forte garnison, il alla livrer bataille à Abu Hatem, mais dans cette rencontre, il essuya une défaite qui l'obligea à rentrer dans Kérouan. L'armée berbère ibadite, forte de 350 000 hommes, dont 35 000 cavaliers, cerna aussitôt la ville et la tint étroitement bloquée. On lit en note. Notre auteur, en écrivant ceci, aurait dû se rappeler ses propres paroles, citation, « Rien n'est plus fréquent que de voir les analystes, les commentateurs et les écrivains, qui ne font que copier ce que d'autres ont raconté, commettre de graves méprises dans le récit des événements, parce qu'ils se sont habitués à admettre avec une confiance aveugle ce que d'autres leur avaient transmis, sans le juger par les règles de la saine critique et sans épurer les récits qu'ils adoptent par de profondes et mûres réflexions. Il est arrivé de là qu'ils se sont égarés dans le vaste champ de l'erreur et des vaines imaginations, surtout en matière de nombre. Comme par exemple quand dans le cours d'un récit, il s'est agi de déterminer le montant des richesses de tel ou tel personnage ou la force des armées. C'est en ces matières qu'il est très facile de se laisser aller au mensonge et à l'exagération. Fin de citation et fin de note. En l'an 154 de l'Hégire, Omar ben Hafs perdit la vie dans un des combats qui marquèrent ce long siège. Abu Hatem fit alors un traité de paix avec la garnison de Kérouan à des conditions très avantageuses pour elle, et il marcha sur le champ contre Yazid, fils de Hatem, fils de Qabissa, ben al-Muhallab, qui venait de l'Orient pour prendre le gouvernement de l'Ifriqiya. L'ayant rencontré près de Tripoli, il osa lui livrer bataille, bien qu'il avait été abandonné par son allié, Omar ben Othman al-Fihri, et que la discorde s'était mise parmi les Berbères. Aussi son armée fut-elle mise en pleine déroute,
et il y trouva lui-même la mort. Abd al-Rahman, fils de Habib et petit-fils d'Abd al-Rahman, se réfugia chez les Ketama après la défaite de son collègue Abu Hatem. Bloqué pendant 8 mois par Murkharaq ben Rifar de la tribu de Taï, il succomba à la fin et mourut avec tous les Berbères qui lui étaient restés fidèles. Les débris de ce peuple s'enfuirent alors de tous côtés, eux qui depuis l'époque où ils assiégèrent Omar ben Hafs dans Toubna, jusqu'au moment où cette guerre prit fin, avaient livré 375 combats aux troupes de l'Empire. Arrivé en Ifriqiya, Yazid y rétablit l'ordre et restaura la ville de Kérouan. Le pays continua à jouir des avantages de la paix jusqu'à l'an 157, quand les Urfed Juma se révoltèrent de nouveau et prirent pour chef un membre de leur tribu nommé Abu Zarhuma. Yazid envoya contre eux son parent Ben Mirat al-Muhallabi. Comme cet officier se laissa battre par eux, Muhallab, fils de Yazid et gouverneur du Zab, de Toubna et du pays des Ketama, demanda à son père l'autorisation de marcher contre les rebelles. Yazid y consentit et lui fournit un corps de renfort commandé par Al-Ala ben Saïd ben Merwan al-Muhallabi, autre membre de la même famille. Le fils de Yazid s'étant mis alors en campagne, fit des Ufardjouma un massacre épouvantable. En l'an 161 de l'Hégire, quelque temps après la mort de Yazid et sous l'administration de son fils Daoud, les Nefzawa se révoltèrent et ayant élu pour chef un membre de leur tribu, le nommé Salih ben Nusayr, ils sommèrent leurs voisins d'embrasser la doctrine des Ibadites. Daoud envoya contre eux son cousin Sulayman ben As-Summa à la tête de 10 000 hommes. Ce général força les rebelles à prendre la fuite et leur tua beaucoup de monde. Saleh, ayant alors rappelé sous les drapeaux tous les berbères ibadites qui n'avaient pas assisté au premier soulèvement, les réunit tous à Sikka Veneria, mais Sulayman remporta sur eux une nouvelle victoire et revint ensuite à Kérouan. Dès ce moment, l'esprit d'hérésie et de révolte qui avait si longtemps agité les berbères de l'Ifriqiya se calma tout à fait, et les nouveautés dangereuses dont ces peuples avaient fait profession disparurent bientôt pour ne laisser plus de traces. En l'an 171 de l'Hégire, Abd al-Wahhab ben Rustum, seigneur de Tihert, demanda la paix au gouverneur de Kérouan, Rouh, fils de Hatem, fils de Kabissa, al-Muhallabi. En accueillant cette proposition, Rouh porta le dernier coup à la puissance des Berbères et soumit enfin leur cœur à l'empire de la vraie religion et à l'autorité arabe. L'islam prit alors chez eux une assiette ferme et la domination des Arabes modérides les accabla de tout son poids. En l'an 185, Ibrahim ben al-Aghlab de la tribu de Temmin fut nommé gouverneur de l'Ifriqiya et du Maghreb par Harun al-Rachid, et étant parvenu à y raffermir son autorité, il se dévoua aux soins d'y faire fleurir la justice et de porter remède aux maux qui avaient affligé le pays. Ayant réussi à mettre d'accord tous les partis et à gagner tous les cœurs, il finit par jouir d'une puissance absolue, sans encourir ni opposition ni haine. L'empire qu'il fonda devint l'héritage de ses enfants, et les provinces de l'Ifriqiya et du Maghreb se transmirent d'une génération de sa famille à une autre, jusqu'à ce que la domination arabe fût renversée en ces pays, et que Ziyadet Allah, le dernier souverain de cette dynastie, s'enfuit en Orient en l'an 296, devant les armes victorieuses de la tribu de Ketama. Ce peuple s'était révolté contre les Arlabides en proclamant ouvertement son attachement aux principes chiites, doctrine qui avait été introduite chez lui par Abu Abdallah al-Muhtasab, missionnaire d'Ubaydallah el-Mahdi. Cette révolution détruisit pour toujours l'empire des Arabes en Ifriqiya et mit les Ketama en possession de l'autorité suprême. Les Berbères du Maghreb suivirent plus tard l'exemple de leurs voisins, et dès lors l'influence exercée par les Arabes en Ifriqiya et au Maghreb disparut pour toujours avec le royaume qu'ils y avaient fondé.
Le pouvoir passa entre les mains des Berbères et se maintint tantôt dans l'une de leurs tribus, tantôt dans l'autre. Une partie de ce peuple reconnut l'autorité des Omeyyades d'Espagne, une autre partie embrassa la cause des descendants de Hachem, grand-père de Muhammad, soit de ceux qui appartenaient à la famille d'Al-Abbas, les Abbassides, soit de ceux qui tiraient leur origine d'Al-Hassan ou d'Al-Hussein, les petits-fils de Muhammad. Ensuite, ces peuples finirent par se proclamer tout à fait indépendants. Nous entrerons dans les détails de ces changements en retraçant l'histoire des empires fondés par les Zenata et les Berbères.